Nous avons vu que l'AC avait gagné la bataille des courants. Ces courants alternatifs ne sont en général pas distribués en monophasé, mais en triphasé. Nous allons indiquer pourquoi. Nous verrons aussi quels critères ont fixé les tensions et fréquences des réseaux électriques actuels. Les réseaux alternatifs sont la plupart du temps triphasés, c'est-à-dire qu'ils comportent 3 fils, voire 4, si le neutre est transporté, ce qui est rare, sauf en basse tension. Un système triphasé de tension est constitué de 3 tensions, VA, VB et VC, de mêmes amplitudes et déphasées de 120 degrés. En étudiant un système triphasé avec un neutre, ici artificiel, nous voyons qu'il existe 2 types de tensions. Les tensions simples, ou tensions phase neutre, notées V, et les tensions entre phases, ou composées, notées U. La figure présente les tensions simples VA et VB et la tension UAB. UAB est déphasée par rapport à VA de 30 degrés et son amplitude est racine de 3 fois celle de la tension simple. Nous retrouvons le 230-400 volts. 230 correspond à la tension simple et 400 qui est égale à 230 racine de 3 est la tension composée ou la tension entre phases. Nous avons vu qu'en alternatif, il existait plusieurs puissances. Nous allons donner les expressions dans le cas d'un système triphasé équilibré, c'est-à-dire avec une même charge sur les 3 phases. Puissance instantanée, petit p est égal à 3 VI cosinus phi. Puissance active, grand P est égal à 3 VI cosinus phi. Puissance réactive, Q est égal à 3 VI sinus phi. Puissance apparente, S est égal à 3 VI. Puissance assignée, SA est égal à V3 V assigné, I assigné, où V est la tension simple, phase neutre, I le courant de ligne, et phi le déphasage entre la tension simple et le courant de ligne d'une même phase. L'intérêt du triphasé par rapport au monophasé est multiple. Il permet de réaliser des moteurs électriques plus performants. Il réduit les ondulations de couple et par conséquent les bruits et vibrations. Il est facile de le produire dans une machine synchrone. Enfin, avec un conducteur en plus, soit avec seulement 1,5 fois plus de conducteurs, il offre une puissance racine de 3, 1,732 plus élevée, d'où un gain significatif de plus de 20%. Nous allons nous intéresser maintenant au choix de la fréquence qui découle d'un compromis. 2 arguments ont joué. Cette formule de dimensionnement d'un transformateur montre que, à puissance assignée donnée, plus la fréquence augmente, plus les sections de cuivre et de fer diminuent. Par conséquent, le volume et la masse diminuent. Il est donc très intéressant d'augmenter la fréquence pour diminuer la taille des appareils électriques. C'est ce qui est fait par exemple à bord des avions. Une conséquence négative est par contre que plus la fréquence croît, plus les pertes dans les circuits magnétiques, appelées pertes fer, sont importantes, comme le montre cette figure qui donne les pertes fer en fonction de la fréquence de travail. Il faut noter que cette figure concerne des matériaux magnétiques modernes et que l'augmentation était encore plus marquée à la fin du XIXe siècle, époque à laquelle le choix de la fréquence a été fait. Notons par ailleurs qu'en dessous d'une certaine fréquence, l'œil perçoit un papillonnement, comme le montre ce stroboscope. Le choix s'est finalement porté vers 2 fréquences assez proches, 50 Hz en Europe et 60 Hz pour les États-Unis. Cette carte du monde montre la répartition actuelle des fréquences. Il faut noter que le Japon présente 2 fréquences, 50 Hz au nord-est et 60 Hz au sud-ouest. Tokyo a été équipé par l'allemand AEG et Kyoto par l'américain Westinghouse. Le choix de la tension résulte également d'un compromis. Il est très intéressant d'augmenter la tension. Les pertes joules diminuent lorsque la tension augmente, puisque à puissance donnée, le courant diminue. Cela diminue aussi la section nécessaire des conducteurs des lignes, donc leur coût et leur poids. Cette formule de la chute de tension le long d'une ligne courte montre aussi que la chute de tension relative, ΔV sur V, décroît significativement avec la tension. Enfin, nous pourrions montrer que la puissance transmissible économique, en investissement et en fonctionnement, augmente avec la tension. Sous 63 kV, la puissance transmissible est de l'ordre de 20 MW. Sous 400 kV, elle atteint 1200 MW. En France, la puissance transmissible
qui transite dans les lignes classiques en termes de section et de nombre de conducteurs par phase est d'environ 10, 100 et 1000 MW, suivant que l'on est en 15 ou 20 kV HTA, 63 ou 90 kV HTB1 ou 400 kV HTB3. Par ailleurs, ces deux formules montrent que le transit de puissance réactive sur les lignes est à limiter au maximum car elles génèrent des pertes joules et des chutes de tension. Comme le barman qui doit réduire la mousse, l'électricien doit absolument réduire la circulation de puissance réactive dans les réseaux. Si augmenter la tension présente de nombreux avantages, cela pose aussi quelques problèmes. Ce tableau montre en fonction de la tension l'évolution des distances conducteur-sol et entre phases. Augmenter la tension conduit à des pylônes de très grande taille. La distance entre phases passe de 2 mètres à 14 mètres entre 90 et 750 kV. Les pertes par ionisation augmentent également et passent d'1 kW à 240 kW par kilomètre dans des conditions de forte pluie. C'est plus que significatif. Vous avez tous entendu un grésillement sous une ligne à très haute tension, tel que celui-ci, notamment lorsque l'air est humide. Ce grésillement correspond à une ionisation de l'air autour des conducteurs et donc à des pertes. Ce phénomène est favorisé par l'humidité qui dégrade l'isolation électrique. En Europe, compte tenu des distances relativement limitées, la tension retenue pour le réseau de transport est de 400 kV, mais des tensions de 750 kV AC existent dans des pays aux lignes très longues, États-Unis, Canada. Nous avons exposé dans cette séquence les raisons qui font que le réseau électrique est principalement un réseau alternatif triphasé de fréquence 50 ou 60 Hz et que les réseaux de transport et de répartition sont forcément à haute tension. Retenons également qu'il est primordial d'éviter le transit de puissance réactive dans les réseaux.